Le 18 mars 1962 aboutit une longue négociation entre les dirigeants nationalistes algériens du gouvernement provisoire, organe politique du FLN, et la délégation française présidée par Louis Jox, ministre des Affaires algériennes du général de Gaulle. Ces accords permettent la proclamation d'un cessez-le-feu. Le porte-parole pour la partie algérienne est alors Reda Malek. الاستفتاء حول الاستقلال. أتريدون أن تصبح الجزائر دولة مستقلة تتعاون مع فرنسا؟ ذلك كان السؤال الوحيد والمباشر والواضح الذي طرح في الجزائر. Nous avons en tout cas les résultats définitifs pour 8 départements et ce sont ces résultats que je vous invite à regarder tout d'abord. Premier département, département d'Alger, où il y avait 835 540 inscrits et vous le voyez, une très forte proportion de oui. À Oran, le résultat est également complet pour le département. 483 723 inscrits et une proportion de votants relativement importante, puisque, d'ailleurs, je me demande dans quelle mesure ce chiffre est tout à fait définitif, puisque la proportion des abstentionnistes me semble un peu trop faible. En tout cas, il nous a été donné pour tel. Département suivant, celui de Batna, où il y a 426 928 inscrits, et là, presque tout le monde a voté. Et presque tout le monde a voté oui. Département de Médéa, là également, presque tout le monde a voté, vous le voyez, et presque tout le monde a voté oui, puisqu'il n'y a que 140 non. Département de Tiaret, un département de moins grande importance, au point de vue population, presque tout le monde a voté également, et a voté comme on s'y attendait. Département de Tlemcen, le résultat complet du département de Tlemcen, nous avions donné jusqu'alors que le résultat de la ville de Tlemcen. 243 000, vous avez vu un peu plus de 243 000, oui. Département enfin de, non pas enfin, mais département de Tizi Ouzou, un département important, 469 120 inscrits, qui presque tous ont voté, très faible proportion d'abstentionnistes. Et enfin, l'un des 2 départements sahariens, le département des Oasis, où 261 334 personnes ont voté oui sur les 286 243 inscrits. Réaliser la plus importante statistique possible. Et elle porte, cette statistique, sur un peu plus de 3 millions d'électeurs, exactement 3 482 979 électeurs, alors que le corps électoral, lui, doit compter entre 5 ou 6 millions d'électeurs inscrits, on ne sait pas exactement. 88,29% de oui, par rapport toujours au suffrage, aux électeurs inscrits, 0,36 non, 10,78% d'abstention. Ce chiffre relativement important s'explique en raison du départ d'un grand nombre d'Européens qui n'ont pas pu voter, et 0,57% de bulletins blancs ou nuls. C'est dans ce contexte algérien à Tripoli, en Libye, le 27 mai 1962. Les principaux responsables politiques se réunissent en terre neutre pour aboutir à un accord politique. Le socialisme comme option idéologique fait l'unanimité et le principe d'un parti unique est décidé. Les ambitions éclatent au grand jour. Le gouvernement provisoire, le GPRA, rentre alors à Alger célébrer l'indépendance avec la population et installer son embryon d'administration, seul légitime de son point de vue. L'élection de l'Assemblée constituante algérienne
le 20 septembre 1962 est un plébiscite de la liste unique du FLN et donne ainsi aux institutions décidées à Tripoli et Tlemcen une légitimité par les urnes. Les Algériens sont nombreux à venir assister à l'entrée de leurs élus. Presque tous les courants sont représentés. On y trouve Ben Bella, Boumedienne et leurs alliés, certains membres du GPRA résignés, mais aussi des représentants des Européens qui ont fait le choix de rester en Algérie, comme Monseigneur Duval, archevêque d'Alger. L'Assemblée compte aussi beaucoup de femmes. Ferhat Abbas en est élu président. J'ai le privilège et l'honneur de présider en ce jour historique à l'ouverture des travaux de la première Assemblée nationale algérienne souveraine. La République algérienne démocratique et populaire est proclamée. Ahmed Ben Bella est élu Premier ministre. Un an plus tard, une fois la Constitution adoptée, il deviendra par les urnes le premier président de l'Algérie indépendante. Président du Conseil, Ahmed Ben Bella. Vice-président du Conseil, ministre de la Défense nationale, Hawari Boumedienne. Vice-président du Conseil, Mohamedi Saïd. Vice-président du Conseil d'État, Rabah. Ministre d'État, Amar Ouzgad. Ministre de la Justice, Haj Ismaïl Mohamed El Hadi. Ministre de l'Orientation, Sherif Belqasem. Ministre de l'Intérieur, Meddagari Ahmed. Ministre de l'Économie nationale, Boumaza Bachir. Ministre de l'Agriculture, Mahsas Ali. Ministre des Affaires étrangères, Bouteflika Abdelaziz. Ministre des Affaires sociales, Naqash Mohamed Sghir. Ministre de la Reconstruction et des Travaux publics, Boumenjel Ahmed. Ministre des PET, Zaybek Abdelkader. Ministre des Habous, Tawfiq Al-Madani. Ministre du Tourisme, Qaïd Ahmed. Aux yeux du monde, un homme incarne le combat d'un peuple pour sa souveraineté. À la tribune des Nations Unies, le 8 octobre 1962, Ahmed Ben Bella célèbre enfin l'entrée de l'Algérie dans le concert des nations. Monsieur le Président, Messieurs les délégués, il est, dans la vie des peuples, des heures où le destin s'arrête pour choisir son chemin. L'Algérie vit parmi vous ces heures-là. Il deviendra par les urnes le premier président de l'Algérie indépendante. Première tâche à accomplir, ressouder le pays. À partir de l'automne 1962, Ahmed Ben Bella entame une tournée dans les différentes régions d'Algérie. Il harangue les foules, mobilise les citoyens. Les grands chantiers qui attendent ce pays neuf sont nombreux. La remise en marche de l'économie, la relance de l'agriculture, la mise en place de nouvelles structures sociales sont les priorités fixées par le président Ben Bella. Le premier voyage, je me rappelle, c'est la misère terrible, enfin, que je voyais, la pauvreté. C'est l'Algérie de 9000 villageries. 9 millions d'habitants, mais quand même d'1 million de morts. Avec 500 000 réfugiés qui rentrent du Maroc, de Tunisie.
La misère était terrible, les gens n'avaient pas de quoi manger, tout simplement. C'est cette Algérie que moi j'ai pris en main, complètement exsangue. غادي نقولها لكم بصراحة. السوسياليزم نتاعنا السوسياليزم هو كل واحد نعطيوه مغرف فقط ما نعطيوه فلوس فقط. L'année 1963, l'autogestion est instaurée dans de nombreux secteurs économiques. Les terres des colons considérées bien vacantes sont nationalisées, tout comme les entreprises à la tête desquelles on place parfois de jeunes cadres âgés de moins de 25 ans. En fin d'année, l'État crée la Sonatrach, société publique de gestion des hydrocarbures. Hydrocarbures qui restent cependant sous contrôle majoritairement français, car l'Algérie est riche en gaz et en pétrole. Cette manne doit permettre au pays un développement rapide et asseoir une indépendance économique à l'égard des puissances étrangères. Le pays se construit, mais très vite, la pratique du pouvoir par Ben Bella est contestée. On lui reproche son autoritarisme. Il fait face à une succession de démissions et dissidences. Mohamed Boudiaf, Mohamed Kider, Ferhat Abbas. Ces alliés de l'indépendance démissionnent de toutes leurs fonctions. Face à cette montée de la contestation, le président Ben Bella et Ouari Boumedienne, ministre de la Défense, répondent par la loi. Un décret interdit toute association à caractère politique. Les événements qui viennent de se dérouler le 19 juin 1965 sont une affaire strictement intérieure. Boumedienne, Bouteflika se sont unis. Monsieur Bouteflika est le plus jeune ministre des Affaires étrangères du monde. Monsieur le ministre, peut dire la conférence d'Alger aura lieu? Il faudrait qu'il soit absolument entendu que dans ce pays, l'armée nationale populaire est la fidèle et digne héritière de l'armée de libération nationale. Les Algériens, tous les Algériens, sentent dans leur chair et leur dignité ce que nous avons pu supporter durant ces années de gestion. Monsieur le ministre, je vous remercie infiniment. أيها الشعب الجزائري الأبي لم يكن صمتك خوفا أو خضوعا ولكن الأحداث قد برهنت له على عكس ذلك. L'armée vient officiellement de prendre le pouvoir. Certains l'ont appelé inqilab, c'est-à-dire coup d'État, mais pour Boumedienne, c'était un redressement révolutionnaire. Le chef d'État Ouari Boumedienne est aussi le président du Conseil de la Révolution et le chef du gouvernement. À tous ces postes s'ajoute celui de ministre de la Défense qu'il a souhaité conserver. L'armée devient, de fait, la colonne vertébrale du régime. En plus de la défense territoriale, notre armée aura une mission à accomplir, c'est-à-dire la participation effective à la construction de notre pays. Boumedienne, lui, je le compare un petit peu au général de Gaulle en tant que patriotisme. Il avait une certaine idée de l'Algérie. Et comme le général de Gaulle avait une certaine idée de la France. Boumedienne s'est toujours d'abord préoccupé des classes populaires, des démunis, des opprimés, comme disait Fanon, des damnés de la terre. Il me disait toujours, quand un ministre vient se plaindre auprès de moi, moi je l'écoute pas. Ce qui m'importe, c'est les plaintes de l'ouvrier, c'est les plaintes du paysan. Là, j'y prête attention. Boumedienne s'appuie sur un triptyque idéologique, révolution agraire, révolution industrielle, révolution culturelle. Son obsession, garantir l'indépendance économique de l'Algérie. Il faut produire sur place, quel qu'en soit le coût. L'heure est aux industries industrialisantes, même si elles ne sont pas rentables.
L'industrialisation qui est décriée par beaucoup de gens, etc., moi je pense que ça a été une très très bonne chose de créer quand même une base industrielle. L'Algérie arrivait à fabriquer des tracteurs, à fabriquer de l'acier, peut-être à un prix qui n'était pas très compétitif, mais on a essayé à faire en sorte que l'Algérie puisse fabriquer elle-même, pas tout ce dont on a besoin, mais qu'elle ne soit pas sur le marché international uniquement un exportateur de matières premières et un importateur de produits fabriqués. L'électrification, en 1979, pratiquement tous les villages d'Algérie avaient reçu l'électricité. L'Algérie de Boumedienne, il n'y avait pas de chômeurs. Il y avait une classe moyenne qui s'était formée, il y avait un niveau social et il y avait surtout une espérance. L'Algérie a été le premier pays du continent arabo-africain à lancer une industrie pétrochimique. Si maintenant les pays du Moyen-Orient ont de grandes rentrées pétrolières, c'est grâce à l'Algérie et grâce à la décision de Boumedienne de nationaliser les hydrocarbures. La nationalisation des hydrocarbures est proclamée le 24 février 1971. يا ناس يعني اللياقة تقتضي بين الأرباح نتاعكم اللي تحبوا تصرفوها على البحث عن البترول اللي ربحتوها من الجزائر لازم تحاولوا على الأقل باش تصرفوها لهن في الجزائر. في سنة 70 أعلنا كذلك، قلنا الفرنساويين ما بغاوش، فنحن نعلن كدولة مستقلة حرة على سعر. قلنا السعر نتاعنا في المستقبل ماهوش $2.08 لكن $2.85. Il faut aussi décoloniser les esprits, un dogme qui passe par la révolution culturelle pour Houari Boumedienne. Il amplifie pour cela la politique d'arabisation. L'arabe, langue nationale, est enseignée à l'école et imposée dans les administrations aux dépens du français et de l'amazigh, la langue berbère. Cependant que l'arabe dialectal demeure la langue de la rue. Mais c'est surtout sur la scène internationale que l'Algérie engrange des succès et affirme son influence. Point d'orgue, l'année 1973. Au mois de septembre, Alger accueille le 4e sommet des pays non alignés. De nombreux dirigeants du tiers-monde y participent. La session de Qatar sera large. Houari Boumedienne devient secrétaire général du mouvement. تستاهل الاهتمام والتقدير من الذين كانوا ولا يزالون يعتبروننا كمية مهملة لا وزن لها. Nous avions choisi le non-alignement comme idéologie de politique internationale et nous avons réussi, si vous voulez, à nous hisser au niveau des plus grands. Alger, c'était la Mecque des révolutionnaires. Et tous les mouvements d'indépendance avaient des bureaux à Alger. Et Bouteflika, vraiment comme personnage principal, a joué un rôle extrêmement important dans cette politique du mouvement non aligné qui avait un rayonnement considérable pendant les années 60 et 70. L'Algérie est résolument engagée aux côtés de l'Angola, du Mozambique, résolument engagée aux côtés du peuple du Vietnam, de la cause cubaine, autrefois de la cause de Saint-Domingue, de toutes les causes de la liberté dans le monde. Boumedienne est populaire, mais il lui manque une légitimité. Il va l'obtenir par les urnes, est élu président avec 99% des voix. Boumedienne était respecté par les Algériens parce qu'il ne leur a pas raconté d'histoire. Il ne leur a jamais dit « je vous apporte la démocratie ». Mais en même temps, il s'occupait des problèmes des Algériens. C'est pour ça qu'il a été respecté par tout le monde. Les Algériens s'attendent à le voir diriger le pays encore de longues années. Aussi sont-ils surpris quand en novembre 1978, les médias se font l'écho d'une nouvelle inattendue. Le président Boumedienne est atteint d'une maladie incurable. La maladie du président Boumedienne est similaire à celle du président Pompidou, une maladie du système immunitaire des humains complexes ou encore maladie de Waldenstrom, ça a été les appellations.
Le mercredi 27 décembre, l'information tombe comme un couperet. Le président Houari Boumedienne vient de mourir. Alors que le peuple pleure son président, lors de ses funérailles, 2 jours plus tard au cimetière d'El Alia à Alger, les ambitions s'affichent. Abdelaziz Bouteflika, fidèle parmi les fidèles, prononce l'éloge funèbre diffusé en direct à la télévision. Il fait figure d'héritier légitime. وأثارونني على أنفسهم لأقول كلمة الامتنان باسمهم جميعا وباسم شعبك العظيم فأين أجد الكلمات يا بومدين؟ Boumedienne n'avait désigné absolument personne pour lui succéder. Il n'a laissé aucun document qui désignait qui que ce soit. Le 7 février, lors du congrès du FLN, le banc et l'arrière-banc du régime se pressent pour découvrir le visage du successeur de Houari Boumedienne. À la surprise générale, c'est un parfait inconnu qui monte à la tribune. Son nom, Chadli Benjedid. أنني نبقى وفي للمبادئ التي سطرها رئيسنا الراحل. Chadli et ses conseillers souhaitent rompre avec l'ère boumedienne. D'abord avec des mesures symboliques. Ils libèrent les historiques, Ferhat Abbas et Ahmed Ben Bella, puis écartent les barons du précédent régime, à commencer par Abdelaziz Bouteflika. Mais c'est sur le terrain économique que le nouveau pouvoir souhaite imprimer sa marque. On libéralise en partie l'économie, en encourageant notamment le secteur privé. Une ouverture qui aiguise les appétits et dont la brutalité va très vite. Ce code de la famille est adopté en juin 1984. Il réduit les libertés des femmes en s'inspirant des dogmes religieux de la charia. Et l'aide sociale dans un contexte de crise et de pénurie où l'Algérie fortement endettée peine à rembourser ses créanciers. Et puis brusquement, à partir de 85, le pétrole se met à dégringoler. Et en 86, le pétrole est descendu à 11 $, c'est-à-dire le prix était divisé par 4, ce qui était un record vers le bas. Et voilà un gouvernement qui se trouve en situation d'être obligé d'emprunter pour importer de la semoule. A laissé se filer une crise économique qui s'est transformée en crise sociale, puis en crise morale et en crise politique. La rue s'en est saisie et ça a fait une véritable, ce qu'on appelle maintenant un printemps arabe. Le 5 octobre 1988, l'Algérie se réveille avec des manifestations qui paralysent l'ensemble du pays. La jeunesse défie en masse le pouvoir. Et les jeunes, saccagés, détruisaient, brûlaient. Il y avait des incendies partout, des bâtiments qui brûlaient. C'était des jeunes, des très jeunes, c'était des adolescents. Ils ont occupé les places, ils ont arrêté la circulation, ils ont quand même réussi à paralyser Alger et beaucoup d'autres villes, les principales villes du pays. La police était dépassée. C'est ce qu'on nous disait, que la police était dépassée. La police n'arrive pas. C'est pour ça qu'ils ont fait appel à l'armée. Le bilan officiel des 5 jours de révolte s'établit à 500 morts. Un choc pour les Algériens. Le 10 au soir, le président Chadli apparaît à la télévision. On a les caméras, lesquelles? Les deux. Il annonce des changements pour répondre aux aspirations démocratiques qu'il attribue à une jeunesse assoiffée de libertés nouvelles.
En décembre 1988, le président Chadli Benjedid est réélu sur la promesse d'une rapide évolution de l'Algérie vers le multipartisme et une plus large démocratie. Premier changement, après des années de strict contrôle des médias, l'Algérie découvre la liberté d'expression. De nombreux journaux privés, indépendants, apparaissent en français et en arabe. Certains titres, tirés à des dizaines de milliers d'exemplaires, défient le pouvoir, dénoncent ses abus. La liberté de la presse écrite est désormais un acquis. Les militants d'organisations syndicales, d'associations, habitués jusque-là à la clandestinité, affichent désormais leurs revendications à découvert. Cette nouvelle constitution est adoptée le 23 février par référendum. Mouloud Amrouche, jusqu'ici secrétaire général de la présidence, devient le nouveau Premier ministre. Il est le principal chef d'orchestre de cette politique d'ouverture voulue par le président Chadli. Des dizaines de partis sont agréés